1937, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, au cœur de la région parisienne, 5 meurtres qu'aucune brigade n'arrive à relier. 5 morts, 5 profils très différents, et a priori aucune piste pour retrouver les auteurs des faits. Car durant un long moment, la police ne peut pas croire qu'il s'agit là du crime d'un seul homme. Il suffira pourtant d'un seul interrogatoire pour faire basculer le crime crapuleux en assassinat en série. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui un nouveau crime oublié. Nous sommes donc en 1937 et Paris est en ébullition, la ville bouillonne à l'occasion de l'exposition universelle. Au cinéma, le premier long métrage de Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 nains, éblouit petits et grands et redonne goût au rêve alors que quelques mois auparavant, la ville de Guernica au Pays basque espagnol était bombardée par l'aviation allemande. Dans les rues, on se regarde du coin de l'œil, on n'hésite pas à changer de trottoir quand l'autre fait peur. L'ambiance en Europe est pesante, déjà oppressée par la guerre qui gronde. La participation allemande contribuera au renforcement des relations entre nos deux peuples. Pour vous raconter cette histoire, je suis obligée de commencer par vous dresser un portrait de chacune des victimes. Elles sont très différentes, mais je suis sûre qu'au fil de l'histoire, vous allez, tout comme moi, en préparant cette saison, vous rendre compte de leurs malheureuses similitudes. « 23 juillet 1937. Jean de Koven déjeune avec une amie qu'elle a retrouvée dans un café. Elle ne parle que quelques mots de français, assez pour se faire comprendre du serveur. Jean est très belle et surtout très jeune, elle a 22 ans, elle est américaine et danseuse dans la compagnie The Miracle à Broadway. Elle est arrivée des États-Unis par le célèbre paquebot Normandie au début du mois avec sa tante Ida Sackheim. Il y a quelques semaines, dans le lobby d'un magnifique hôtel, l'Ambassador, boulevard Haussmann, assis sur l'un des confortables clubs, un jeune homme au visage agréable, bien habillé, semble plongé dans la lecture d'un journal. Jean et sa tante viennent s'asseoir à proximité. Ida se plaint des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir des billets d'opéra ainsi que diverses autres choses parce qu'elle ne parle pas le français. Soudain, leur voisin se lève et dans un anglais parfait leur adresse la parole. « Je puis vous aider dans vos démarches et les faciliter. Je connais la langue française et Paris, » leur dit-il. Jean est sous le charme et discute un long moment avec l'inconnu qui se prénomme Bobby. De lui, elle ne connaît que son prénom et la date de leur prochain rendez-vous, le 23 juillet. Ce fameux 23 juillet, cela fait donc 3 semaines que Jean parcourt la capitale française et qu'elle profite de l'effervescence de l'exposition universelle. Elle fait part à son amie, au café, de son intention de se rendre prochainement à Toulouse, pour visiter de la famille notamment. Vers 16h, les deux amies se séparent. Jean rentre à son hôtel pour se préparer car le soir, elle prévoit d'assister à un opéra en compagnie de sa tante. Il est presque 19h quand le personnel du studio hôtel, situé dans le quartier latin, voit la jeune femme descendre les majestueux escaliers, puis sortir portant une robe écossaise d'après-midi et un sac sous le bras qui, on le saura plus tard, contient notamment son passeport, des chèques de voyage d'un montant de $500. À l'extérieur, un très beau jeune homme attend Jean. Celui qui se fait appeler Bobby Hunter l'emmène avant l'opéra du soir, dont il lui a lui-même obtenu les tickets. On ne la reverra jamais. L'été touche à sa fin. Le mois de septembre charrie les premières feuilles mortes qui tombent des arbres jaunis par le soleil. Il est presque 9h du matin, Paris est réveillé depuis longtemps. Joseph Koufi conduit son taxi, une belle limousine 6 places, au ralenti en quête d'un nouveau client, le premier de la journée. Rue Caulaincourt, un très bel homme, jeune et élancé, aux yeux foncés, le hèle. Nous sommes le 8 septembre, il est 8h45 et l'homme lui demande de le conduire à l'hôtel de la rue Montholon. Il entre à l'intérieur, Joseph attend, garé devant, puis son client ressort, demandant à Koufi de s'arrêter près de l'opéra. Là, le bel homme l'invite à déjeuner chez Olivet. Ils y restent 1 heure, entre 13h30 et 14h30. Sympa ce client. Puis les deux hommes remontent en voiture et empruntent la nationale 20 qui relie alors Paris à Bourg-Madame à la frontière franco-espagnole et qui dessert notamment Orléans, Limoges et Toulouse.
Sacrée course pour Joseph Couffy, ce taxi qui ne reverra jamais Paris. Nous sommes maintenant début octobre et dans le vent frais de l'automne parisien, Roger Leblond rentre chez lui, enfin, après des mois de service militaire. Il retrouve l'appartement familial du 1 square Malherbe dans le 16e arrondissement de Paris. Une quinzaine de jours plus tard, sa décision est prise. Il va se reconvertir. Après le service militaire, il faut bien trouver quelque chose à faire. Certain de vouloir lancer son propre commerce, il se met au travail. Roger vient d'une famille aisée, mais pas assez fortunée pour financer malheureusement tout un commerce. Il cherche des financements pour compléter son apport. Comme il en est coutume à l'époque, il fait passer des annonces dans le journal et reçoit des réponses d'un certain LP. Avant l'armée, Roger est impresario. Il souhaite créer sa propre compagnie théâtrale et pour ça, il lui faut pas mal d'argent. Le 17 octobre 1937 au matin, il quitte le cossu 16e arrondissement pour aller à la rencontre d'un dénommé Pradier, le fameux LP des petites annonces. Il dit être prêteur, l'équivalent d'un fonds d'investissement aujourd'hui. L'homme accepte de financer le projet et donne rendez-vous à Roger dans ce qui semble être son bureau à Neuilly. Seule condition, il demande à Roger de venir le rencontrer avec son propre apport en guise de bonne foi. Ce jour-là, ses 5 000 francs en poche, Roger Leblond disparaît. Plus l'automne avance et plus Paris s'assombrit. Dans les rues animées et malgré le froid qui s'installe, Fritz Frommer, 25 ans, apostrophe les passants pressés. C'est ce qu'on appelle un camelot, un vendeur de rue. Souvent, ce sont des objets faits main ou des pacotilles. Dans son cas, ce sont des cravates. De toutes les couleurs, pour tous les goûts, et Fritz ne ménage pas sa peine pour tenter de se faire quelques sous. Chaque soir, il rentre à l'Idéal Hôtel, rue Saint-Sébastien, car il ne peut pas se permettre de louer ne serait-ce qu'un appartement. Il y réside depuis le mois de janvier, et il a eu le temps de sympathiser avec Madame Muller, notamment la propriétaire des lieux. La femme est protectrice et s'inquiète vite. Il ne s'absente pas souvent, mais lorsqu'il le fait, il a l'habitude de lui écrire des cartes postales pour donner de ses nouvelles. Fritz Frommer est un brave garçon, poli, économe, très doux. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Il n'a pas eu la vie facile jusqu'ici, le Fritz. Son vrai nom d'ailleurs, c'est Arthur Frommer, et il n'est pas français. C'est un réfugié allemand, juif, qui vient de purger une longue peine à Sarrebruck pour des actes anti-nazis et ses opinions anti-hitlériennes. En France, il a heureusement un peu de famille, notamment 2 oncles à qui il donne régulièrement des nouvelles. Le premier, l'oncle Weber, est à Paris, mais l'autre, Arthur Schott, représentant en lingerie, vit à Nice. Lorsqu'il a débarqué en France, il a revu quelques-uns de ses anciens compatriotes allemands, eux aussi réfugiés et fuyant le nazisme. Dans le lot, il y a un certain Sorbray, qu'il a connu en prison à Sarrebruck, et qui lui confie attendre sa naturalisation française sous le nom de Carrère. L'homme n'a pas un rond et cherche un travail, alors Frommer lui passe une carte de visite, celle de son oncle à Nice, Arthur Schott, dont il a quelques exemplaires sur lui. Ce 22 novembre, Arthur Frommer, alias Fritz, a rendez-vous avec Carrère donc, sa vieille connaissance, à la Selle Saint-Cloud, où il lui a expliqué résider près des bois. Lorsqu'il quitte l'Idéal Hôtel, il croise Madame Muller, qui ne sait pas encore que c'est la dernière fois qu'elle le voit. C'est le dernier portrait que je vous dresserai dans cet épisode. En 1937, en France, beaucoup d'hommes travaillent chez Renault, dans les usines notamment. Ça marche fort pour le constructeur, et la firme emploie beaucoup de monde. On attend sa place chez Renault, comme on attend que le train arrive. Ça arrive, c'est sûr, ce n'est qu'une question de temps. Raymond Le Sobre a 33 ans, et lui quitte l'entreprise pour fonder sa propre agence de location de villas. À l'époque, de l'automobile à l'immobilier, il n'y a qu'un pas. Et comme Raymond est jeune, il tente sa chance. Rapidement, il obtient des mandats, commence les visites et s'enrichit. Une nouvelle vie démarre pour lui. Le 25 novembre, Raymond voit un homme débarquer dans sa belle agence de Saint-Cloud. L'homme a à peu près le même âge que lui, il est très beau, grand, très charismatique. Il dit s'appeler Arthur Schott et être un amateur de belles pierres. Il cherche à louer une villa dans le coin. Arthur Schott, ce nom ne vous dit rien ? C'est bien l'identité de l'oncle de Fritz Frommer que l'homme usurpe. Mais Raymond Le Sobre n'en sait rien. Il accepte de faire visiter quelques maisons à cet Arthur Schott et lui donne rendez-vous 2 jours plus tard. Entre-temps, il récupère les clés d'une villa cossue de Saint-Cloud auprès d'un collègue agent de location, comme cela se fait souvent à l'époque entre agents.
Le 27 novembre, comme prévu, les deux hommes se retrouvent à la gare de Saint-Cloud et embarquent à bord de la belle Celta 4 immatriculée 7215 RK5 de Le Sobre jusqu'à la villa Montplaisir. C'est leur premier arrêt. Ce sera également le dernier pour Raymond Le Sobre, que personne ne reverra plus jamais vivant. Je vous ai donné à entendre 5 morceaux de vie de 5 personnes qui n'ont a priori aucune similitude. Seulement voilà, elles ont toutes 2 points communs. Elles sont toutes mortes assassinées, et par la main d'un seul homme, Eugène Weidmann. Comment a-t-il fait pour assassiner 5 personnes en 5 mois ? Qu'est-ce qui pousse un jeune homme a priori de bonne famille à assassiner 5 innocents de sang-froid ? Eugène Weidmann a 29 ans. C'est un réfugié allemand fuyant le nazisme, mais qui a aussi un casier judiciaire bien rempli pour son âge. En 5 mois, au cœur de la banlieue chic de Paris, il assassine 5 personnes de sang-froid. Enfin 5, c'est le nombre officiel, car vous allez voir que grâce à la victimologie et à son mode opératoire, il laissera bien des traces derrière lui. Pour mieux appréhender les crimes commis par un individu, il faut le connaître dans ses moindres détails. Essayez de comprendre pourquoi il tue, et comment il en est arrivé là, et quand est-ce qu'il a basculé pour passer de garçon de bonne famille à tueur en série. Friedrich Weidmann et Franziska Moltgen, les parents d'Eugène, se marient le 20 octobre 1906. 16 mois plus tard, le 5 février 1908, naît Eugène. Des années plus tard, il racontera à la police française avoir voulu changer son prénom d'origine, Frédéric, pour Eugène, qui s'intégrait mieux au paysage français. Ce sera un mensonge puisqu'il s'appelle en réalité Eugène Friedrich Weidmann. Il voit le jour à Francfort-sur-le-Main, une ville allemande à 2 heures de distance des frontières françaises. À l'époque, Francfort-sur-le-Main est la 5e plus grande métropole de la province de Hesse-Nassau, qui fait partie du royaume de Prusse, puis de l'État libre de Prusse. Sa grand-mère paternelle décède l'année du mariage de son fils à Offenbach-sur-le-Main, tandis que son mari, soi-disant coiffeur-barbier à Londres, n'est jamais mentionné ailleurs que sur un simple état civil. Ils n'ont peut-être même pas assisté au mariage de leur fils. Au début des années 1900, presque 70% de la population allemande sont de confession chrétienne. Au sud-ouest, plutôt catholique, tandis que la religion protestante prend le dessus au nord-est. Chez les Weidmann, ce n'est pas simple, car la scission apparaît au sein même de la famille. Les grands-parents Weidmann, originaires d'Offenbach-sur-le-Main, sont protestants, mais les Moltgen, dont on ne sait rien, si ce n'est qu'ils viennent de Cologne, sont catholiques. Eugène est le seul enfant de son père Friedrich, mais a une demi-sœur du côté de sa mère, Gertrude, née quelques années plus tôt, en 1902. Malheureusement, la petite fille ne vivra pas plus de 2 ans et Eugène ne la connaîtra jamais. Étant donné les bombardements qui ont ravagé la ville de Francfort durant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'archives manquent aujourd'hui pour reconstituer complètement l'historique familial des Weidmann. Lorsqu'il sera arrêté des années plus tard, en 1937, Eugène racontera aux enquêteurs que son père Friedrich avait été abandonné par son propre père lorsqu'il avait 12 ans, l'homme ayant été interné en asile. À l'époque, l'information est loin d'être anodine, car l'on croit fort aux tares et autres troubles qui se transmettent génétiquement. Et le père d'Eugène, laissé de côté par son père à lui, n'aurait-il pas ensuite négligé son propre fils ? Il y a à ce jour très peu d'informations sur sa mère, Franziska. Mais son père Friedrich est très rapidement appelé dans l'armée impériale durant la Première Guerre mondiale. Très vite, Eugène est un gamin perturbé. Élevé par ses grands-parents maternels à Cologne, en Rhénanie, il est difficile et semble avoir le diable au corps. Il est typiquement le profil qui nous fait remettre en question l'idée du mal qui s'acquiert au fil des coups reçus et de la vie. Non, Eugène, lui, prend directement le mauvais chemin. Dès l'adolescence, à 16 ans, il vole une montre et il est condamné à 6 semaines en maison d'arrêt en province de Hesse. C'est son premier méfait connu. En 1926, Eugène a 18 ans et quitte l'Allemagne pour se rendre au Canada avec plusieurs complices. La bande pille un entrepôt de blé, il est arrêté et condamné à Sinlac, une petite ville du Canada, à 1 année de prison. À sa sortie de prison, un arrêté d'expulsion est pris contre lui, il doit retourner dans son pays d'origine où il arrivera en 1930. Ne me demandez pas où il est entre-temps, il n'y a aucune trace de son passage, l'homme se volatilise. Lorsqu'il rentre en Allemagne, il est engagé comme chauffeur de taxi à Bad Nauheim, mais il dérobe une voiture de la compagnie. Il est arrêté à Francfort à la suite de multiples cambriolages, mais également pour tentative d'enlèvement sur un riche héritier. Les prémices de ce que seront les crimes de la Selle Saint-Cloud. Il est condamné à 5 ans et 8 mois de prison. Il purge sa peine à Saarbrück. Dans cette maison d'arrêt, il fait la connaissance de Sorbray, un agent d'affaires véreux dont il n'a pas hésité à usurper l'identité lors de son arrestation en 1937.
Dans la prison de Francfort, où il fait un passage, il rencontre 2 Français incarcérés pour trafic de devises, Roger Millon et Jean Blanc. Ceux-ci sympathisent avec Weidmann, qui est le seul à parler leur langue maternelle. À la maison d'arrêt de Saarbrück, il fait aussi la connaissance d'un certain Fritz Frommer, qu'il finira par assassiner. À sa libération, on en ignore la cause, mais il passe 3 jours dans les services de la Gestapo de Wiesbaden. Pressé de retrouver ses complices, Jean Blanc et Pierre Mignon, avec qui il a lié une amitié de mauvais garçon, il rejoint la France en mars 1937 sans aucun problème, malgré son casier judiciaire qui lui interdit normalement de quitter le territoire allemand. Eugène arrive à Paris le 15 mai 1937. Très longtemps, les autorités émettront des hypothèses sur son passage des frontières, trop floues. Pire encore, les flics se demandent si cet Eugène Weidmann n'a pas été missionné par la Gestapo pour éliminer en France des opposants au régime nazi, des communistes et des juifs. Si vous avez écouté le premier épisode de cette affaire, vous devez vous dire que ça ne colle pas avec le profil des victimes. Et vous avez raison. Mais n'oubliez pas, on est en 1937 et Hitler est au pouvoir depuis 4 ans déjà. L'ambiance en Europe est pesante et couve la Seconde Guerre mondiale. La méfiance est de mise quant aux ressortissants allemands, surtout avec ce pédigré. On dit de lui qu'il est très beau, intelligent, il maîtrise parfaitement l'anglais et le français et séduit facilement. En arrivant à Paris, il descend dans l'hôtel des 4 Nations, rue Saint-Sébastien, où il reste jusqu'en juin 1937. Il s'inscrit sous l'identité d'Eugène Carrère, une fausse identité fournie par son ami de tôle retrouvé, Pierre Mignon. Sous cette identité, et grâce à ses facilités en langue, il se fait embaucher sur de fausses références bien sûr, à l'Exposition universelle où il est interprète. Ça paye très peu, mais Eugène s'en fiche. Ce qu'il veut lui, c'est une couverture. Puis, sponsorisé par son ami Mignon, encore, il quitte l'hôtel et loue une belle maison de la Selle Saint-Cloud pour 5 000 francs, histoire de passer l'été. Si vous pensez qu'il veut se faire dorer la pilule après ses années à l'ombre, vous êtes très loin du compte. À partir de l'instant où il met les pieds en France, Eugène n'a qu'un objectif, profiter de l'exposition universelle pour attirer ses victimes, très riches, étrangères de préférence, dans la ville de la Selle Saint-Cloud, les séquestrer, rançonner, et après, on verra ce qu'on en fait. Voilà le plan. La danseuse américaine Jean de Koven passe 3 jours à la Villa Woolsey à la Selle Saint-Cloud, profitant de cette amourette française avec un beau brun aux yeux de velours, Bobby, alias Eugène. Le dernier jour, elle décide qu'il est temps pour elle de repartir, de rejoindre sa tante Ida à Paris. Elle remercie Eugène pour son hospitalité et le bon temps passé, enfile son imper beige, embarque son sac à main et son appareil photo dont elle ne se sépare jamais. Dans l'embrasure de la porte, elle l'embrasse et lui tourne enfin le dos. Mais Eugène ne lui a pas fait les yeux doux pendant tout ce temps pour un baiser à la volée. Il a préparé son coup et en une fraction de seconde, tout s'enchaîne. Il se précipite sur elle et l'étrangle avec une cordelette. Vous vous baladez souvent, vous, avec un morceau de corde sur vous ? Lui non plus. Et d'un point de vue judiciaire, ce premier meurtre bascule directement en assassinat avec préméditation. La seule chose qui intéresse Eugène, c'est l'argent, pas les femmes. Alors, il lui dérobe 5 500 francs qui se trouvaient dans son sac et la totalité de ses chèques de voyage. Mais il l'a bien apprécié, cette danseuse, alors il garde le corps vraiment tout près de lui et l'enterre sous le perron de la villa. Il encaisse 19 des 20 chèques avec une fausse signature et ça s'arrête là. Nous sommes le 26 juillet. Le 8 septembre, c'est reparti pour un tour. Le fameux client du chauffeur de taxi Joseph Couffy, c'est bien Eugène Weidmann qui lui fait faire le tour de Paris, puis emprunter la Nationale 20. Près d'Orléans, il demande à Joseph de s'arrêter sur le bord de la route où une jeune femme rousse semble attendre, désœuvrée. La femme accapare l'attention du chauffeur et pendant ce temps, Eugène sort un revolver et tire à bout portant dans la nuque de Joseph Couffy qui s'effondre au volant. Il lui vole 5 000 francs de sa caisse, prend le volant avec le cadavre sur le siège passager et rentre à la Selle Saint-Cloud en laissant la femme sur le bord de la route d'un regard entendu. Quel périple pour 5 000 francs, qui est d'ailleurs le prix de la location de la Villa Woolsey. Eugène prend le soin de changer l'immatriculation de la voiture volée en 72 15 RK5, puis de maquiller la belle limousine en gris avant de simplement
la garer dans le jardin de sa villa. Un peu plus d'un mois après l'assassinat de Joseph Koufi, Eugène récidive une troisième fois, à Neuilly, le 16 octobre. En utilisant sa fausse identité, celle d'Eugène Carrère, un ami du dénommé Pradier, il rencontre Roger Leblond, l'impresario. Le scénario se répète. À Malesherbes, Leblond et Eugène croisent une jolie jeune femme, blonde cette fois, très maquillée. Elle monte dans la voiture de Leblond, avec Eugène, et tous les trois partent en balade. Puis, ils se garent à Neuilly, en bas d'un immeuble, et montent dans un appartement qui semble plutôt servir de bureau, à qui l'histoire ne le dit pas. Roger Leblond pense qu'ils vont signer un accord directement. Là-haut, la jolie blonde n'hésite pas à occuper le bon Roger Leblond. Eugène en profite pour se poster près de lui, sort le revolver, et bam, une balle à bout portant, dans la nuque. Ni vu, ni connu. Il lui vole 5000 francs, son beau stylo et même ses bretelles. Il n'y a plus qu'à se débarrasser du corps, alors il le remet simplement au volant de la voiture et la gare un peu plus loin. Vous vous souvenez d'Arthur Frommer, alias Fritz ? Ce gars-là n'a pas un rond. Eugène lui donne rendez-vous à la Villa Woolsey, il n'a pas d'argent et pourtant il va mourir de la main de son ancien ami. La vérité, c'est que le jeune Fritz en sait trop, et ça, Eugène ne peut pas le laisser passer. Pas avec les cadavres qu'il laisse désormais derrière lui. Quelques mois plus tôt, Eugène l'a recontacté par téléphone. Ivre, il s'est laissé aller à des confidences pour le moins dérangeantes. Fritz en parle avec son oncle Weber, qui, inquiet, lui conseille de ne jamais revoir ce compatriote de Sarrebruck, qui semble une très mauvaise fréquentation. Mais ça ne va pas plus loin. Sauf que le 22 novembre, Fritz accepte de revoir son ami et se rend à la Selle Saint-Cloud. À peine arrivé, Eugène le menace et le traîne dans la cave où il l'abat de 2 balles dans la tête à bout portant. Les autres, 1 balle. Fritz Frommer, 2 balles. Le 28 novembre 1937, le corps de Raymond Le Sobre, agent immobilier, est retrouvé dans la cave d'une des maisons qu'il a en gérance, la Villa Montplaisir, à Saint-Cloud. La dernière fois qu'il a été vu, il avait un rendez-vous avec un certain Arthur Schott. C'est en tout cas ce que dit la carte de visite retrouvée dans son agenda. Cet Arthur Schott déguisé, c'est bien sûr Eugène Weidmann, qui, dans la cave de la Villa Montplaisir, abat l'agent de location d'une balle dans la nuque, comme les autres. Mais cette fois pour Eugène, c'est le jackpot. L'homme tombe raide sur le sol poussiéreux de la cave et il le détrousse de 10 000 francs, l'équivalent à l'époque de 2/10 de la loterie nationale. Il prend aussi la totalité des trousseaux de clés qui se trouvent dans sa poche et son briquet parce que pourquoi pas. Parmi les clés, il y a celle de la Celta 4 de Le Sobre, immatriculée 72 15 RK5. Et oui, comme celle de Joseph Koufi par la suite. Eugène Weidmann n'est pas seulement un tueur, c'est un as de la préméditation. En revanche, côté traces laissées derrière lui, c'est pas vraiment ça. Il gare la voiture à côté de celle du chauffeur de taxi, dans le jardin de la Villa Woolsey. Pas très futé. Le mal a toujours une origine. Pour Eugène Weidmann, c'est inné. Il tue comme il respire, et il lâche derrière lui autant de petits cailloux pour le retrouver. Tel que je vous le raconte, vous vous demandez sûrement comment la police ne lui a pas mis le grappin dessus plus tôt. Sauf qu'en 1937, l'investigation va mollo, au gré des témoignages la plupart du temps. Et surtout, aucune de ces affaires ne sont encore reliées. Personne n'a mis le doigt sur ce mode opératoire qui revient sans cesse. Les voitures ou les villas, l'argent en poche, les balles dans la tête. Mais ça ne va pas tarder. Le 28 novembre 1937, Raymond Le Sobre, un agent immobilier, s'effondre dans la cave de la Villa Montplaisir à Saint-Cloud, en région parisienne, avant d'être détroussé par son agresseur. C'est la dernière victime présumée d'Eugène Weidmann, car après cet assassinat, tout va très vite. Et c'est ironique, car c'est la disparition de la seule victime qui n'avait pas un sou en poche qui met finalement les enquêteurs sur la piste du tueur en série. Nous sommes le 29 novembre 1937. La disparition de Raymond Le Sobre inquiète, et on le retrouve très rapidement, étalé dans la poussière de la cave d'une de ses villas. Encore une fois, pas d'indice sur le tueur. L'homme a été abattu d'une balle dans la tête, à bout portant, par derrière. Certains policiers commencent à connecter les affaires, ou en tout cas décèlent un mode opératoire. L'argent qu'on dérobe, les corps dans un endroit isolé, la balle à l'arrière de la tête. Ça ne mène pas directement vers un coupable.
Mais là, c'est différent. Les policiers fouillent le sobre et ne trouvent sur lui qu'une seule chose, une carte de visite au nom d'Arthur Schott. Ça vous dit à nouveau quelque chose? C'est bien l'oncle niçois de Fritz Frommer. Tiens, c'est la première et la dernière erreur notoire d'Eugène Weinmann. Cette carte est récente au vu de son état. On contacte cet Arthur Schott qui réside donc à Nice. Le représentant en lingerie explique que très peu de monde possède sa carte, qu'il ne se souvient pas vraiment à qui il l'a distribuée. Ah si tiens, une des personnes qui l'a, c'est son neveu, Fritz Frommer. Aux enquêteurs, ça leur dit quelque chose ce nom, Frommer. C'est ce gamin qui a disparu de manière brutale et inquiétante 5 jours avant la mort de Le Sobre. C'est un de ses oncles qui a signalé sa disparition. Et depuis, aucune trace de Frommer. Alors, il continue l'investigation, creuse cette piste qui semble prometteuse. C'est surtout la seule qu'ils aient à ce moment-là. Arthur Schott est prié d'en dire le plus possible sur son neveu. Mais il n'y a pas grand-chose à dire sur Fritz. C'est un réfugié allemand, il a fui le nazisme, il s'est rangé depuis qu'il a joué les gangsters dans les années 20. Il lui a raconté qu'il travaille à Paris, qu'il va très souvent voir sa sœur et son beau-frère, rue Popincourt. Il n'a que quelques amis, notamment un dénommé Carrère, Eugène Carrère, un Allemand aussi qu'il connaît de sa vie d'avant et avec qui il a repris contact récemment. Carrère. Ils ont déjà entendu ce nom dans la bouche de l'autre oncle de Fritz, Hugo Weber, celui qui a signalé sa disparition. Carrère, c'est ce pauvre type que son neveu a connu en prison et qui vit dans une villa près des bois, près de Saint-Cloud, à ce qui paraît. Décidément, les flics tournent autour sans pouvoir l'attraper, parce que des villas vers Saint-Cloud, il y en a un paquet. Beaucoup de villas, mais peu de carrères. À Saint-Cloud, ou les environs, car ça peut tout aussi bien être à Viroflay ou à Bougival, ou bien encore à Vaucresson. Les témoignages sont tellement minces qu'il faut tâtonner. Le commissaire Primborgne reprend l'affaire et il est très méthodique. Pour appréhender les villas, il faut s'intéresser aux structures annexes, les garages, parce que Fritz Frommer avait raconté à son oncle Weber que Carrère avait une auto, et les agences de location, car c'est dans la région la manière la plus simple de se procurer une maison. Sauf qu'à Saint-Cloud, à Bougival, à Vaucresson, à Viroflay, aucun garage ni aucune agence n'a jamais entendu parler d'un dénommé Carrère. C'est la tuile. Mais le commissaire est déterminé et continue d'élargir simplement le champ de ses recherches. Autour de Saint-Cloud, il agrandit son cercle de recherche et atterrit à la Selle Saint-Cloud, moins coté. En plus, ça tombe bien, là-bas, il connaît déjà un agent. Et là, bingo. L'homme connaît un Carrère. Enfin, ne nous emballons pas, il a déjà vu ce nom quelque part, mais c'est déjà mieux que rien. L'homme cherche dans ses archives et ses carnets de comptes. Là, le voilà. Carrère Eugène, Villa Lavoulzy, à la Selle Saint-Cloud. C'est un petit pavillon, entouré d'un jardin. Les murs sont crépis de jaune, on ne peut pas la louper. C'est une villa de plein pied, mais quelque chose chiffonne le commissaire Primborgne. Il n'y a pas de garage. Bon, dans le doute, il contacte la propriétaire, Madame Brault, une Parisienne, qui lui confirme que la villa est louée par un certain Monsieur Carrère depuis le mois de juin. Elle lui explique également que Carrère a bien une voiture, mais qu'il la gare dans le garage d'une villa voisine, la Normandie. La Voulzy n'en comportant pas. Puis, elle donne un détail important aux enquêteurs. Carrère a payé son terme le 29 novembre. Serait-il possible qu'il ait payé son loyer avec l'argent volé à Raymond Le Sobre ? Prévenu le 15 qu'il aurait un petit retard de paiement, la propriétaire a accepté de retarder l'échéance à la fin du mois de novembre et Eugène a payé, rubis sur l'ongle. Le 8 décembre, à la Selle Saint-Cloud, la police surveille le domicile Lavoulzy de Carrère. Les volets sont fermés. Il ne semble pas y avoir âme qui vive dans la villa. Pourtant, dans le petit jardin, 2 voitures sont garées. Une Celta 4 et une grosse voiture type limousine. 2 flics sont dépêchés à l'intérieur de la maison, poignant et bourquin. Carrère est là, il les invite à entrer. Il est très beau, charismatique et ne semble pas plus méfiant que ça. Les 2 hommes se détendent un peu parce qu'il ne fait pas peur, ce Carrère. Il n'a pas l'air patibulaire d'un tueur, loin de là. Il est habillé avec élégance et parle très bien français. Les 2 policiers lui demandent ses papiers d'identité pour vérifier qu'ils ont bien affaire à leur gars. Mais au moment de présenter ses papiers d'identité, Carrère sort une arme de sa veste et menace les 2 policiers. Venus sans armes, ils arrivent cependant à prendre le dessus en le blessant à la tête avec un marteau de tapissier qui traînait dans la pièce.
Après l'altercation musclée, Eugène Carrère est installé à l'arrière d'une voiture et on lui confisque son arme. Quelques heures plus tard, la balistique parle, l'arme avec laquelle il a menacé les policiers correspond à celle du meurtre de Raymond Le Sobre. Les doutes des enquêteurs s'effacent complètement. Vu le profil d'Eugène, très sûr de lui et que rien ne semble arrêter, on peut penser qu'il ne dit pas un mot. Eh bien, c'est tout l'inverse. On fait venir à la Selle Saint-Cloud tous les proches des disparus qui ont connu le même sort que Raymond Le Sobre, la balle dans la nuque. Dès qu'on lui colle sur le dos cet ultime meurtre, qu'il avoue de suite, les aveux s'enchaînent. La veuve du chauffeur Joseph Couffy reconnaît la voiture de son mari dans le jardin de la Voulzie et hop, un second meurtre à son actif. Mais Eugène déballe tout. Bien sûr, la villa de la Voulzie est perquisitionnée illico et les preuves contre Carrère, qui avoue très rapidement être en fait Eugène Weidmann, sont accablantes. Là, on procède directement à une reconstitution de l'arrestation d'Eugène le matin même. Les curieux, les journalistes sont déjà là, pressés aux alentours de la villa, dans ce petit coin de tranquillité néo-parisienne. Les magistrats et les policiers qui débarquent, ça ne passe pas inaperçu. Ils sont tous là. Le juge d'instruction Berry, le chef de la sûreté, le procureur de la République, la police d'État de Versailles, des inspecteurs, des médecins légistes, des pompiers et même des fossoyeurs sont dépêchés sur place. Tous munis de gants en caoutchouc, ils se mettent à la recherche du corps de Jean de Koven, dont Eugène vient d'avouer l'assassinat. Après 45 minutes à creuser sous le perron de la villa, ils découvrent un sac contenant un appareil photo et des lettres, puis plus loin encore, le corps de la danseuse. Le chapeau est toujours sur sa tête, le corps est enroulé dans ses vêtements, une robe écossaise et un imper beige, et la cordelette qui l'a tué lui en serre la gorge. À l'arrière du crâne, du sang coagulé laisse penser qu'Eugène a pu l'assommer avant de la tuer. 30 minutes plus tard, les fossoyeurs retrouvent sous le sol de la cave un second cadavre, celui de Fritz Frommer, enterré à quelques dizaines de centimètres seulement de la surface et recouvert d'une fine couche de ciment. Son crâne porte lui une profonde blessure et autour de son cou est enroulée une serviette ensanglantée. Vu l'état déjà avancé des corps, le docteur Denis, médecin légiste de Versailles, procède à l'autopsie de suite sur la table de la cuisine. Jean de Koven a bien été étranglé et Fritz Frommer a été tué de 2 balles à l'arrière de la tête. Dans la villa, on retrouve aussi le carnet de chèques de Jean de Koven, le manteau de Roger Leblond et la fameuse valise que Weidmann tient lorsqu'il se présente devant le chauffeur Couffy pour feindre une vie dans les affaires. Eugène Weidmann garderait-il des trophées arrachés à ses nombreuses victimes ? Non, pas vraiment. Il se sentait simplement intouchable. En discutant avec l'agent qui a loué la villa Voulzie à Weidmann, M. Breton, les enquêteurs apprennent qu'un de ses complices n'habiterait pas loin de là. Un complice ? Tiens, c'est nouveau ça. Eugène nie tout en bloc. Il a agi seul. Il tue seul. Oui, son ami Pierre Millon lui a prêté de l'argent pour la location de la Voulzie, mais c'est tout. Les recherches mènent les enquêteurs au numéro 5 de la même rue, à 250 mètres seulement du lieu des crimes, à la villa Bégonia, que loue un certain Pierre Millon. Bingo, mais pas vraiment. Quand ils arrivent au Bégonia, c'est vide, et la porte du garage est grande ouverte. Des traces très fraîches de roues indiquent que plusieurs voitures en sont sorties. La neige déjà souillée n'est en effet tombée qu'à midi. Les voisins parlent d'un homme et d'une femme blonde à l'élégance tapageuse, mais qu'on ne voyait jamais. À partir de là, la sûreté est persuadée qu'Eugène a 2 complices, notamment avec les témoignages des affaires Couffy et Leblond. Elle alerte les autres services, notamment le contrôle des recherches. Eugène parle de Millon et d'une femme dont on ne connaît pas le nom. Ça colle avec la description très légère des voisins de la Selle Saint-Cloud. La France tout entière découvre très rapidement l'identité du tueur et c'est un soulagement. Mais c'est la psychose et la peur de l'étranger qui dominent, de l'allemand encore plus. Les autorités se décident à se livrer à une vaste opération d'épuration, des expulsions en masse de tous les étrangers qui ne peuvent justifier de leurs moyens d'existence. C'est ce que l'on réclame, c'est la mesure la plus efficace pour désarmer ce que les médias qualifient d'armée du crime. Car le mal, c'est bien connu, ne peut pas venir de chez soi. Si on récapitule, le 10 décembre, les enquêteurs ont retrouvé dans la maison les 2 cadavres de Fritz Frommer et de Jean de Koven, les 2 voitures de Couffy et Le Sobre, les chaussures de Frommer, les vêtements de Roger Leblond, ainsi que son briquet, ses boutons de manchette. Ça commence à faire beaucoup.
Et le lendemain, qui voit-on arriver au commissariat ? Un certain Pierre Millon, un Jean Blanc et une belle jeune femme blonde qui dit s'appeler Colette Tricot. Les voilà les complices d'Eugène Weinmann. On ne connaît pas bien l'implication de Jean Blanc dans cette histoire, mis à part l'aide apportée pour passer la frontière allemande en moto. Mais Pierre Millon a bien fourni l'argent pour louer la Villa Woolsey. Et Colette Tricot n'est autre que la femme qui accaparait l'attention de Couffy et de Leblond pour que Gênes puisse passer à l'action. Lorsqu'ils ont compris que le bras armé de leur complot avait été arrêté, ils se sont simplement rendus. Décidément, ils ne se battent pas beaucoup pour échapper à la justice, ces quatre-là. On est en 1937, ne l'oublions pas, alors les scellés, oui, les preuves à conviction, oui, mais alors les barrages pour ne pas souiller la scène de crime, non. À la Villa Woolsey, rien n'a été sécurisé et les journalistes se pressent en masse pour obtenir les clichés les plus croustillants et donc les plus macabres. Un jeune journaliste se perd dans les affaires laissées par Eugène et tombe sur une photo qui l'interpelle. Une femme que les enquêteurs identifient comme Janine Keller, disparue depuis le 4 octobre 1937. Dans la villa, on retrouve aussi des vêtements et une blouse d'infirmière brodée au nom de Janine et un passeport au nom de Keller, pas de doute permis. Il claque la photo devant Eugène qui avoue de suite. Oui, c'est lui aussi qui l'a tuée. Il la connaissait de sa vie d'avant et son mari était riche. Alors quand il voit son nom dans le journal, il se fait passer pour un employeur car Janine cherchait, grâce aux petites annonces, un travail comme gouvernante infirmière. Il a répondu, a donné un rendez-vous à la pauvre fille dans la forêt de Fontainebleau, dans un lieu-dit tristement appelé la Caverne aux Brigands. Eugène s'y rend avec Pierre Millon et la tue comme les autres d'une balle dans la nuque, car Janine Keller n'est plus avec son mari depuis des années et n'a pas d'argent. C'est dans la forêt de Fontainebleau qu'il conduira les enquêteurs pour exhumer Janine, sans récompense aucune à part une bague en diamant et le plaisir de tuer à nouveau. Le prédateur a abattu la proie. À la prison Saint-Pierre à Versailles, Eugène Weinmann est incarcéré dans la cellule numéro 3 qui avait accueilli le célèbre Landru. À l'époque, on ne parle pas encore de profilage, mais quelques psychologues se penchent sur le cas d'Eugène pour tenter de comprendre ses motivations. Et comprendre, c'est tout l'enjeu maintenant, car dans les faits, la situation est ridicule. En comptant tous les assassinats connus de Weinmann, les 3 complices ont volé environ 20 000 francs. Mais ce sont des malfrats qui engagent des frais pour tuer, incroyable. 5 000 francs pour la location de la Villa Woolsey et encore 2 000 francs pour prolonger la location du 15 octobre jusqu'en décembre, sans compter les frais cachés pour maquiller la voiture de Joseph Couffy, falsifier des papiers et des cartes grises. En tout, ils n'ont pas plus de 10 000 francs, l'équivalent des poches de Raymond Le Sobre, l'agent de location. Les psychologues qualifient Weinmann de dégénéré supérieur et de fabulateur, et c'est sur cette analyse que le procès s'ouvre en mars 1939. Il comparaît devant la cour d'assises de Seine-et-Oise dans un tapage médiatique démesuré. Dans Paris Soir, la célèbre auteure Colette publie des articles jour après jour pour faire vivre le procès. Devant l'homme qui se retrouve dans le box des accusés, elle est mitigée. Il est vraiment très beau, et elle dira comme beaucoup qu'il a un regard de velours, qu'il ne laisse pas indifférent. L'audience fait ça le comble. Des femmes transies d'amour pour le criminel se font appeler des white minettes et rajoutent à l'hystérie collective. Il y a une vraie répulsion face au crime de l'homme, mais une véritable fascination pour le bel Allemand. Son attitude est calme, douce, presque heureuse. Le public a du mal à voir le tueur dans la peau de cet homme. Pour assurer sa défense, Weinmann compte sur un ténor du barreau de l'époque, maître Moreau Diaferi. Lors de sa plaidoirie, l'avocat reconnaît les crimes d'Eugène, mais demande d'éviter la peine de mort à tout prix. Après tout, il n'était pas seul, il n'est pas l'unique responsable. Sauf que derrière, maître Géraud, l'avocat de Pierre Millon, charge Weinmann pour sauver son client. La belle affaire. Le 31 mars, le jury délibère et à minuit, le verdict tombe. Millon et Weinmann sont condamnés à mort. Jean Blanc a 20 mois de prison ferme et Colette Tricot est tout bonnement acquittée. Le 16 juin, Millon voit finalement sa peine commuée en prison à perpétuité par le président de la République de l'époque, Albert Lebrun. Mais la sentence d'Eugène, elle, ne bouge pas. L'exécution d'Eugène Weinmann est prévue pour le lendemain, le 17 juin 1939, à 4h30 du matin, place André Mignot, à Versailles, devant les portes de la prison Saint-Pierre. C'est là que 17 ans plus tôt, Landru lui-même a été exécuté. Avant 1939, on exécute les criminels avant l'aurore pour préserver l'intimité de la mort, un minimum. Sauf que quand on réveille Weinmann le matin du 17 juin, il fait déjà grand jour. Alors on le prend, on le sort de la prison directement et on le précipite sur la bascule.
Autour, une foule est amassée. Journalistes, badauds sont là pour assister au dernier instant d'un des plus grands tueurs en série du siècle. C'est ce qui permet à des journalistes dépêchés sur place de prendre la plus importante série de photographies d'une exécution capitale. Celle-ci est également filmée. L'histoire raconte même que certaines femmes hystériques se précipitent au pied de la guillotine pour tremper leur mouchoir dans le sang du supplicié, ce qui est censé leur apporter la fertilité. De la folie. Eugène Weinmann est enterré dans une tombe anonyme au cimetière des Gonards à Versailles, une amie de longue date connue en prison, lui ayant évité la fosse commune. C'est ainsi que se termine l'affaire Weinmann. A-t-il été simplement les mains d'un cerveau comme Pierre Mignon ou encore de Jean Blanc ? L'histoire ne le dira plus. Après son exécution encore, on lui prêtera la responsabilité d'autres affaires non résolues au mode opératoire étrangement ressemblant. Le Premier ministre, Édouard Daladier, scandalisé par les images diffusées de l'exécution de Weinmann, décide de publier un décret reléguant l'usage de la guillotine à l'intérieur des prisons. Eugène Weinmann est donc en France le dernier homme exécuté en place publique. C'est la fin de cette nouvelle saison de Crimes oubliés. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées si vous avez apprécié cette saison et à partager le podcast à ceux qui, comme vous, sont férus d'histoire et de faits divers.